Mesdames, Messieurs, on est de retour et pour plus d'analyse et d'explications sur ces déclarations et ces décisions de Donald Trump, nous avons le plaisir ce soir d'avoir avec nous Monsieur le Général Ibrahim Choukli, qui est professeur de droit à l'Académie de police. Bienvenue avec nous, bonsoir. Bonsoir. Également Dr Saïd Zulfokar, analyste politique. Bienvenue, bonsoir. Bonsoir. Alors, Dr Choukli, en fait, Monsieur le Général, excusez-moi, on commence par en fait la loi anti-immigration, le décret plutôt anti-immigration et surtout le bras de fer qui s'engage aux États-Unis après hier le rejet par la Cour d'appel de cette demande de Trump. Comment vous voyez la situation actuellement? Pour analyser cette situation, ou bien regarder la situation, nous devons d'abord regarder, avant les élections américaines, qu'il y a eu des promesses de la part de M. Trump concernant plusieurs affaires, plusieurs situations au niveau des nations, des États-Unis plutôt, y compris cette affaire concernant les immigrés. Donc l'immigration, il a eu une position complètement claire et il a gardé ses promesses. Il a commencé son premier jour à la Maison-Blanche de donner ce décret-là concernant les immigrés qui viennent des pays, de ces pays que nous connaissons au Moyen-Orient, des pays arabes et Iran aussi, et d'interdire ces gens-là d'entrer au sein du territoire américain. Bon, il a pris ces décisions suite à la situation aussi grave qui se trouve dans cette région, la région arabe, concernant le terrorisme, bien sûr. Donc, souvent, les gens, ils disent, ils sont pour ou contre. En général, les États-Unis, c'est un pays fondé sur la réception des immigrés. C'est-à-dire, c'est un pays fondé sur recevoir des gens qui viennent par tout le monde, de tout le globe terrestre, pour vivre aux États-Unis, pour faire leur civilisation moderne aux États-Unis. Donc c'était un principe fondamental de ce pays, ce grand pays, ce continent plutôt. Oui. Mais quand même, les gens qui sont pour Trump, ils disent qu'il a le droit, et les Américains ils ont le droit de protéger leur pays, sous forme de, c'est-à-dire interdire des gens ou bien donner c'est-à-dire prolonger des règles, des droits, des décrets, etc. Ils ont le droit de recevoir ce qu'ils veulent ou d'interdire les autres à ne pas entrer aux États-Unis, telle que la situation dans la plupart des pays du monde. Bien sûr, n'importe quel pays du monde peut interdire telle ou telle nationalité de passer par son territoire, si jamais il trouve que cette nationalité cause des problèmes contre les citoyens de ce pays. Bon. Ouais. On va revenir plus tard, si vous permettez, à cette question de refuser à certaines nationalités d'entrer aux États-Unis. Mais j'aimerais bien voir avec Dr Zulfokar, c'est-à-dire, qui sera le gagnant selon vous de ce bras de fer? C'est la justice ou c'est l'administration Trump? La justice est claire là-dessus. Le président n'a pas à prendre des décrets sans passer par le... Si c'est une loi, il faut qu'il passe par le Congrès. Alors, il avait fait ses déclarations pendant qu'il était encore un candidat où il fallait interdire à tous les musulmans de rentrer aux États-Unis. Pas seulement ces 7 pays. Or, il a un peu, disons, mis un peu d'eau dans son vin en réduisant tous les musulmans à certains musulmans. Ouais. Et c'est les musulmans, parce qu'il a dit que dans ces pays, les minorités religieuses peuvent entrer en Amérique. Ce qui veut dire que c'est un décret islamophobe et anti-musulman. Ça n'a rien à voir avec la sécurité. Aucun de ressortissants de ces 7 n'a participé la plus grande attaque terroriste du 11 septembre 2001. Aucun. C'était les Saoudiens, un Égyptien et un Libanais. Aucun de ces 7 pays. Alors que ces 7 pays ont déjà été, comment dirais-je, choisis il y a longtemps. C'est pas récemment c'est sous l'époque du président Bush. Les néoconservateurs, qui étaient presque tous des sionistes juifs, avaient décidé qu'il fallait détruire 7 pays. Alors le général Wesley Clark, qui était l'ancien commandant à l'OTAN en Europe, avait vu cette note interne et secrète du Pentagone, dans laquelle ces 7 pays, plus le Liban a été oublié dans cette histoire, allaient être démolis dans les 5 années à venir. Ça, c'était en 2003. Il a fait ses déclarations en 2008, le général Wesley Clark. Ces 7 pays ont été choisis par Israël et ses agents
à être détruits, les uns après les autres, commençant par l'Irak, la Syrie, le Yémen, la Libye, etc. Donc, ça n'a rien à voir avec la sécurité des États-Unis. C'est un plan israélo-américain, si vous voulez, qui date des années 2003, 2001 même. Parce que c'est en 2001 qu'il a rencontré, que le général Wesley Clark était au Pentagone et qu'il a vu cette note. Le but, c'est l'Iran, en fin de compte. Alors, il y a 3 pays qui sont à rajouter, comme le Soudan, le Soudan et la Libye et la Somalie qui ne font pas partie, mais les autres pays sont les alliés de l'Iran, que ce soit la Syrie, l'Irak ou le Yémen, la partie yéménite qui combat, si vous voulez. Donc c'est surtout l'Iran qui est ciblé dans cette histoire. C'est pour des raisons purement politiques, ça n'a rien à voir avec la sécurité. Ouais. C'est des mensonges quand ils vous disent que c'est pour des raisons de sécurité, alors qu'aucun ressortissant de ces pays n'a jamais participé à un acte terroriste aux États-Unis. 80% des actes terroristes qui ont eu lieu depuis les 15 dernières années ont été faits par des ressortissants américains ou des immigrants qui vivent en Amérique. Ouais. Presque aucun par des étrangers, à part ceux qui sont arrivés d'Arabie Saoudite, les 15 et plus un Émirati, un Koweïtien, un Égyptien et un Libanais. C'était ceux qui ont démoli les 2 tours. Donc c'est un mensonge de prétendre que c'est pour des raisons de sécurité. C'est une décision politique. C'est la continuation de la politique commencée par les néoconservateurs, qui sont des néo-sionistes, à l'époque de Bush, continuée par Obama, et malheureusement, alors qu'il avait fait des déclarations contraires, qu'il n'allait pas continuer cette politique, il continue la politique de destruction du Moyen-Orient. Ouais. Il a nommé, par exemple, ses premières nominations sont des islamophobes notoires, comme le général Michael Flynn, qui est l'ancien directeur des services secrets militaires, qui est le National Security Advisor, le conseiller pour la sécurité nationale, qui fait des déclarations faramineuses qu'ils sont dans une guerre globale contre l'islam, pas seulement l'islam radical, contre l'islam, que craindre l'islam est rationnel. Il a écrit dans un livre, il y a un livre qu'il a écrit avec un sioniste notoire, Michael Ledin, qui s'appelle Fields of Fight, How to Destroy Global Islam, etc. Dans ce livre de l'année 2014, il préconise la destruction de l'Iran, mais avant de détruire les autres pays. Et maintenant, c'est le National Security Advisor. Vous avez le ministre qui vient d'être nommé au Pentagone, au ministère de la Guerre, qui est un ancien général, le général James Mattis, qui a fait des déclarations extrêmement islamophobes, ou disant que quand il était en Afghanistan, c'était amusant de tuer les gens. Déclaration publique. Les musulmans sont les ennemis, que l'islam c'est la barbarie moderne. Or, Trump a nommé comme son conseiller personnel et le plus proche de dénommé Steve Bannon, qui est un homme d'extrême droite, qui a fait également des déclarations depuis 2014 au Vatican, qu'ils ont entendu une guerre mondiale contre l'islam, pas l'islam radical ce blanc. Donc vous avez autour de lui des énergumènes qui ont une position politique, celle de détruire les pays musulmans. Avant, c'était les pays arabes, mais c'est surtout l'Iran qui est ciblé. Oui. Alors, monsieur le général, en fait, vous avez parlé vous avez dit que certains pays ont le droit de faire ou d'interdire à certaines nationalités d'entrer dans leur pays, mais selon quelques analystes également, ce décret, cette décision de Trump, ce décret anti-immigration, pourrait, à l'inverse, encourager des attentats et des attaques terroristes à l'intérieur des États-Unis. Est-ce que, en tant qu'expert en matière de sécurité, vous trouvez que ça va encourager les terroristes à attaquer les États-Unis? Une déclaration pareille. Moi, je trouve tout simplement qu'il y a toujours des menaces. Donc, avant ce décret ou après le décret, il y aura des menaces. Donc, ce n'est pas la fin des menaces, mais on ne peut pas prendre ça comme le secrétaire a en parlé et on en discuté. Ce qui m'intéresse le plus, c'est que dans un pays ou un régime dans un pays qui a le droit de prendre des décisions. Je ne parle pas comme si je suis pour ou contre. Moi seulement, j'analyse la situation du point de vue sécuritaire et aussi du point de vue judiciaire, c'est-à-dire parce que vous savez bien qu'un décret présenté par le président de n'importe quel État ou quelle République, c'est quelque chose dans le cadre du droit administratif. Donc il représente l'administration, il représente le pouvoir exécutif qui donne ses lois et qui donne ses décrets contre n'importe quelle situation qu'il considère que c'est une situation critique pour son pays. Mais d'autre part, ils ont le droit
de se rendre au tribunal pour demander d'arrêter ce décret ou bien aussi pour faire cours d'appel, etc. Donc c'est quelque chose de légal. Ils ont le droit, les gens, d'arriver aux tribunaux. Et même ils ont gagné aux tribunaux, même ils ont refusé, c'est-à-dire l'appel du ministère de la Justice américaine. Donc c'est un jeu aussi juridique et en même temps un jeu aussi avec le pouvoir exécutif de l'État. Mais quand même, s'il prend cette décision, et peut-être M. Saïd a parlé de l'historique de cette affaire-là, surtout le ministre de la Défense américain et les autres, et les déclarations que nous avons entendues, mais aussi il ne prend pas cette décision concernant les attaques de 2011, ou bien des attaques de septembre. Parce que c'est quelque chose un peu ancien, il y a plus de dizaines d'années. Donc pourquoi on n'a pas pris cette décision-là? Il prend ces décisions suite à ce que nous voyons maintenant autour de nous, dans la région arabe, dans le Moyen-Orient, de ce qui se déroule. Donc peut-être les Américains, à l'âge précédent, c'est-à-dire à l'âge de M. Obama, ils ont causé tous ces problèmes. Nous vivons maintenant dans ces problèmes-là à cause des aides américaines. Peut-être c'était une aide politique même. Je ne parle pas d'aide militaire, mais politique quand même, de pousser l'islam radicalisme. Mais maintenant, ils ont aussi le droit de faire un changement, de faire aussi une sorte d'équilibre, c'est-à-dire essayer de déséquilibrer de nouveau la situation dans le domaine de la lutte antiterroriste. Et là, ils ont besoin de prendre des décrets pareils. Le président américain, avant d'être élu, il était franc avec son peuple, il a déclaré qu'il va faire telle et telle chose. Et voilà une des choses qu'il a déclarées, qu'il a commencé à prendre sa décision aussi. Il a déclaré aussi qu'il va prendre des démarches sévères contre le Mexique. Et maintenant, nous avons entendu faire un mur entre les deux pays. Donc il a déjà commencé le travail. Donc vous voyez, c'est une sorte de décision du point de vue, moi je prends ça du point de vue politique, mais aussi dans le cadre du droit administratif, c'est-à-dire le droit de l'administration de l'État de prendre les décisions nécessaires afin d'être protégé par la loi. Donc c'est son droit de prendre ça, mais quand même il va causer des douleurs aux autres, peut-être des citoyens américains qui sont d'origine d'autres pays. Mais aussi, il faut prendre en considération que le président américain n'a pas dépassé les 2 ou 3 mois. Donc peut-être qu'il va faire des changements. Et aussi, il faut, nous, comme analystes stratégiques, prendre en considération que toutes ces étapes prises par le président américain, peut-être c'est un moyen de faire je ne veux pas dire déséquilibrer ou équilibrer la situation, mais aussi de tester le goût international envers les États-Unis. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va causer, ces décrets, ces démarches, ces décisions du président américain, et quelle sera, si vous voulez dire réciproquement, quelle sera la situation des autres pays envers ça. Et selon ces points-là, il y a des centres d'analyse, des centres de recherche qui essayent de prendre toutes ces choses-là en considération et arriver à un positif concernant la situation de la politique américaine durant les 4 prochaines années. Oui. Alors, docteur Zulfoucar, en fait, face à cette décision, face à ce décret, il y a aussi des manifestations. Ce n'est pas seulement une action de la part de la justice, mais il y a des manifestations sur le terrain presque tous les jours. Alors, est-ce qu'on voit avec tout ce qui se passe autour de ce décret de Trump qu'il y a de profondes vraiment divergences au sein de la communauté américaine? Ah, mais ça, c'est tout à fait clair. Je crois que la communauté américaine, enfin la population américaine, n'a jamais été aussi polarisée depuis la guerre civile, si vous voulez, qu'aujourd'hui. Vous avez deux clans, si vous voulez, enfin deux parties de la population qui sont totalement opposés. Il ne faut pas oublier que M. Trump, bien qu'il soit majoritaire au Parlement, enfin pas au Parlement, il est majoritaire de toute manière puisque les républicains sont au pouvoir, mais sur le nombre de votes qu'il a reçus, il a à peu près de 3 millions de votes en moins que sa concurrente, Clinton. Il a la majorité, d'après ce système biscornu qu'ils ont là-bas, de donner la majorité d'un État, c'est fait par État, aux grands électeurs. Il a la majorité, si vous voulez, des grands électeurs. Mais il a la minorité dans le pays des électeurs. Et puis c'est le président qui a reçu la plus petite proportion de votes
sur le nombre d'électeurs en tout, il n'y a que 50% qui ont voté. Et lui a eu, disons, 25% de ces 50%. Donc, il a le quart du pays avec lui, si vous voulez. Mais le reste du pays est totalement contre le système de ce que vous appelez la sécurité, mais qui n'est pas de la sécurité. C'est l'emprise de son parti, enfin pas de son parti, mais de son point de vue idéologique, qui veut transformer non seulement l'Amérique, mais qui va transformer toute la géopolitique mondiale. Parce que ce qu'il est en train de faire, de rendre les Européens très inquiets, de rendre la Chine, de parler de la Chine comme si c'était un ennemi, de parler de l'Iran comme un ennemi, et de dire en contrepartie qu'avec la Russie, il voudrait s'entendre. Mais lui dit ça. Mais écoutez sa représentante aux Nations Unies, hier ou aujourd'hui, qui a fait une diatribe anti-russe publiquement aux Nations Unies. Regardez son ministre de la Guerre, Mattis, qui a fait une déclaration auprès du Sénat très anti-russe également, disant que la Russie est le principal adversaire et ennemi de l'Amérique. Alors, qu'est-ce que c'est que ces gens qui nomment et qui contredisent ce qu'il dit? À moins que lui soit d'accord que lui, en tant que populiste et démagogue, déclare ce que la population aimerait entendre, mais laisse en sous-main à ses sous-fifres, les gens qu'il a nommés, contredire ce qu'il dit et continuer la politique impérialiste de l'Amérique. Parce que c'est ça son but. Son but, quand il vous dit de refaire la grandeur de l'Amérique, mais l'Amérique a toujours été grande, elle n'a pas à refaire sa grandeur. Il veut l'accentuer, si vous voulez, en détruisant d'autres pays. C'est ça son but. C'est ça le but de l'impérialisme, et c'est surtout le but des gens avec qui il s'entoure, qui sont tous des va-t-en-guerre, que ce soit Steve Bannon, que ce soit le général Mattis, que ce soit le général Flynn, que ce soit tous les autres qu'il a nommés récemment, qui sont tous des va-t-en-guerre très islamophobes et très pro-israéliens. Alors en fait, vous avez parlé aussi des Européens. Apparemment aussi, les déclarations de Trump ont fâché les Européens. Ça c'était clair au cours de leur dernier sommet de Malte. En fait, les dirigeants européens, en réaction aux propos très critiques du nouveau dirigeant américain sur l'Union européenne, ils ont usé un langage ferme de ce sommet. Ils ont également affiché vraiment leur mécontentement quant aux déclarations concernant le Brexit et également le futur de l'Union européenne. Tout de suite, nous allons voir plus de détails concernant le sommet de Malte dans ce commentaire de Yara Choucha, et puis on revient pour plus d'explications. Le président américain inquiète et irrite les Européens. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement se sont lâchés en marge du sommet informel de Malte qui a eu lieu vendredi dans un langage moins policé que d'habitude, furieux des propos de Donald Trump sur le Brexit qualifié de fantastique et sur son pronostic d'un éclatement prochain de l'Union. Ainsi, pour François Hollande, plus vigoureux qu'à son habitude, il ne peut pas être accepté qu'il y ait, à travers un certain nombre de déclarations du président des États-Unis, une pression sur ce que doit être l'Europe ou ce qu'elle ne doit plus être. Donald Trump défend des valeurs qui ne sont vraiment pas celles pour lesquelles je me bats en politique, a ajouté le libéral Xavier Bettel, Premier ministre luxembourgeois. Pour son homologue autrichien Christian Kern, le dirigeant américain n'a guère de leçons à donner aux Européens en matière de gestion de la crise des réfugiés. Il n'y a aucun doute que l'Amérique a une part de responsabilité dans l'afflux de réfugiés en raison de la façon dont ils sont intervenus militairement. Joseph Muscat, Premier ministre maltais, dont le pays assure la présidence tournante de l'Union, a confirmé l'inquiétude générale des dirigeants européens à propos de certaines décisions prises et de certaines attitudes. La volonté de discuter avec les États-Unis est la même, mais nous ne pouvons pas nous taire là où les principes sont en jeu. La chancelière allemande Angela Merkel a appelé les Européens à faire preuve d'unité face au président américain. J'ai déjà dit que l'Europe a son destin entre les mains et je crois que plus nous disons clairement comment nous définissons notre rôle dans le monde, mieux nous pouvons gérer nos relations transatlantiques. Mais l'UE est loin d'être totalement unie face à Trump. Une partie des pays d'Europe de l'Est, certes inquiets de ses déclarations qualifiant l'OTAN d'obsolète, se retrouve dans sa politique anti-musulmane à l'image de la Pologne, de la Hongrie ou de la République tchèque. Le chef de l'État français les a mis en garde. Il n'y a pas d'avenir avec Trump s'il n'est pas défini en commun. Beaucoup de pays devraient penser que leur avenir est d'abord dans l'Union européenne plutôt que d'imaginer je ne sais quelle relation bilatérale avec les États-Unis et de les mettre en garde qui sait ce que veut véritablement le président américain, notamment par rapport à l'Alliance atlantique.
Alors, Monsieur le Général, apparemment, parmi plusieurs questions qui causent des problèmes entre les Européens et Donald Trump, il y a cette question de réfugiés qui, en fait, a causé beaucoup de problèmes depuis pas mal de temps. Alors, comment vous voyez aussi cette question du point de vue américain, du point de vue européen également? Vous voyez, M. Trump, avec ses décrets et ses ordres qu'il a mis, il a mis une situation dangereuse peut-être pour les Européens. Parce qu'eux-mêmes, ils ont commencé à recevoir les émigrés, les réfugiés de leur pays, à cause des guerres que nous avons vécues il y a 2 ou 3 ans. Et maintenant, ils ont pensé que peut-être ils peuvent les faire traverser l'Atlantique pour venir dans la nouvelle, les nouveaux pays, les nouveaux territoires, le nouveau continent. Mais maintenant, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé qu'ils ont reçu ces gens-là et ces gens-là vont rester en Europe. Ils ne vont pas dépasser aux États-Unis à cause des principes qu'a mis le président américain. Ce qui m'intéresse ici, c'est de mettre des points maintenant, des points sur les i. D'abord, les Américains, ce sont eux qui ont choisi leur président. Même si c'est 50% ou 25%, etc., c'est une élection démocratique que nous avons vécue. Donc, c'est une décision du peuple américain, c'est-à-dire des gens qui ont le droit de voter. Deuxièmement, ces choses-là n'était pas pour nous quelque chose, c'est-à-dire que nous avons vécu subitement, mais déjà il y a quelques semaines qu'il déclare ces points-là. Il y a beaucoup de temps qu'il a déclaré qu'il va, refuser de prendre les réfugiés et les émigrés. Alors, si les gens aux États-Unis d'Amérique, ils ont élu M. Trump, c'est-à-dire ils ont déjà accepté ce principe, puisqu'ils ont déjà élu la personne qui a déclaré ces points. Mais au contraire, les Européens n'ont pas pris les précautions nécessaires concernant cet acte-là. Troisièmement, ce qui nous intéresse, nous, au niveau du monde arabe, c'est de nouveau, c'est-à-dire de récupérer notre pays et nos pays en général. Nous avons des problèmes au niveau de la Syrie, au niveau du Liban, au niveau aussi au niveau de la Libye, au niveau du Yémen, etc., etc. Donc il faut que le monde arabe reprenne de nouveau la solidarité et prenne des décisions concernant les anciens habitants du monde arabe qui ont passé la mer Méditerranée, sont venus en Europe, qui veulent de nouveau rentrer à leur pays. Donc c'est un problème qui nous intéresse nous aussi, de comment récupérer la vie quotidienne des citoyens qui se trouvent au niveau de l'Irak, au niveau de la Libye, etc. Donc nous sommes maintenant en face de la même, du même problème, de la même situation. Nous aussi, comme monde arabe, je vois que c'est un rôle intéressant de la Ligue arabe aussi. Donc la Ligue arabe doit prendre des mesures, doit faire aussi des entretiens, des réunions pour prendre des décisions, envers des gens qui ont quitté leur pays. Même il y a des villes et des villages qui sont détruits complètement, totalement. Donc il faut prendre des décisions et ne pas seulement s'arrêter sur le point d'avoir la chance de passer l'Atlantique pour venir en Américain. Donc, au premier lieu, il faut y avoir d'abord un patrie, et après ça, vous pouvez penser de voyager ou bien de faire améliorer votre vie quotidienne ou bien changer votre nationalité, etc., ou émigrer. Mais l'important maintenant que vous n'avez pas un patrie, vous n'avez pas un pays. Ça, c'est le problème que nous sommes en face comme pays arabes. Donc moi, je dis pour la seconde fois, c'est le rôle de la Ligue arabe. Bien sûr, l'Égypte, c'est le pays, le leader, le chef de tout le monde arabe. Et c'est bien clair pour tout le monde, puisque c'est l'Égypte, c'est le premier pays qui s'intéresse à faire la solidarité arabe. Mais quand même aussi, le monde arabe doit mettre main dans la main. Donc il faut avoir une sorte d'union entre les pays arabes pour prendre des décisions concernant le renouvellement des villes et des villages, etc. Oui. Alors, docteur Zulfikar, en fait, des déclarations assez vigoureuses de la part de M. Hollande, de la part de Angela Merkel. Comment vous voyez aussi cette réaction de la part des dirigeants européens face aux déclarations de Trump, qui n'arrête pas de faire des déclarations tous les jours? Ils sont très inquiets, c'est normal. Vous savez, l'Europe passe par une mauvaise phase, même sans Trump. Avec le départ de la Grande-Bretagne, avec des élections qui arrivent maintenant en France, en Allemagne, en Hollande, qui sont parfois assez dangereuses, si vous voulez, si l'extrême droite gagne dans ces 3 pays. Vous avez des lobbies assez puissants qui sont anti-européens.
Vous avez donc une situation qui est grave. Trump n'a fait que l'accentuer encore plus parce qu'il est comme la personne le chien dans la mangeoire qui empêche les vaches de manger en aboyant. Ce sont des aboiements qu'il fait. Mais ça inquiète les pays, d'autant plus qu'ils ont de graves problèmes de chômage, l'euro, enfin soutenir l'euro, etc. Et vous avez tous les pays d'Europe de l'Est qui sont économiquement, enfin pas tous, la Pologne est en bon état, mais les autres, et la Tchécoslovaquie également, mais les autres pays sont dans des zones perturbées, si vous voulez, la Grèce, la Bulgarie, la Roumanie, etc. Donc il y a des graves problèmes pour l'Europe qu'elle doit résoudre elle-même. Alors ça n'aide pas quand vous avez un démagogue de l'autre côté de l'Atlantique qui hurle à la mort, si vous voulez, et qui encourage ces gens, qui encourage en disant qu'il va quitter l'OTAN ou qu'il va les obliger à payer, encore plus ceux qui ne payent. Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas responsable non plus. Mais vous savez, nous sommes dans une phase, et comme c'est un homme très imprévisible, totalement inconnu et totalement irresponsable sur le plan personnel, c'est un homme irresponsable, on ne sait pas, on sent que depuis 1945, puis la Deuxième Guerre mondiale, il y avait un ordre établi dans le monde, un ordre géopolitique qui est en train de changer, qui risque de changer complètement. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut dire, c'est trop tôt, et ça fait 3 semaines, même pas 3 semaines qu'il est là. Mais les pronostics sont très mauvais, ils ne sont pas bons. Leur but, c'est d'aller en guerre vers l'Iran, et ils font tout pour... Déjà, ils voulaient réduire l'intervention militaire américaine dans ses déclarations électorales. Il fait le contraire et il envoie pour la première fois des troupes aéroportées, enfin avec hélicoptère, au Yémen, tuer des civils, dont une fille de 8 ans qui est américaine, comme par hasard. Donc c'est la première fois. Obama n'a jamais fait ça. Alors il contredit ces déclarations, il s'entoure de bellicistes et de belligérants et d'Israéliens, enfin de pro-israéliens. Il fait des déclarations qui ne peuvent que monter les oppositions dans le monde entier. Il insulte le ministre de l'Australie et le Premier ministre australien au téléphone alors que c'est censé être son allié. Il menace la Chine. Est-ce que son rapprochement avec la Russie va aussi, c'est-à-dire faire peur encore plus aux Européens, surtout avec cette question de l'Ukraine? Ça peut les effrayer, mais moi, j'y crois pas vraiment. Ce sont des déclarations. Pour l'instant, ce ne sont que des déclarations. Et puis, il s'entoure de gens qui sont très anti-russes. Il a un parti républicain qui est très anti-russe. Il s'entoure de néoconservateurs sionistes qui sont très anti-russes. Alors, qui est pro-russe à part lui? Et peut-être le général Flynn. C'est tout. Alors, donc, il ne faut pas croire ces déclarations. Vous savez, c'est un homme d'affaires, donc il n'a aucun principe, comme la plupart des hommes d'affaires, malheureusement. Ce sont des principes de gain et de perte, c'est tout. Oui. Alors, en fait, vous venez de parler aussi de l'Iran. C'était une question importante aussi où l'Iran a été le sujet de plusieurs déclarations de la part de M. Trump, également de son vice-président Mike Pence. Le vice-président Mike Pence, en fait, a conseillé à l'Iran hier de ne pas tester la détermination des États-Unis qui viennent d'adopter de nouvelles mesures sanctionnant les essais de missiles balistiques effectués par la République islamique. Bien sûr, il y avait plusieurs déclarations de M. Trump concernant l'Iran. Il y avait également plusieurs ripostes de la part des responsables iraniens. Tout de suite, nous allons voir plus de détails concernant tout ce qui se passe entre l'Iran et les États-Unis dans ce commentaire de Yara Choucha, et puis on revient pour plus d'explications. L'Iran ferait bien de bien regarder le calendrier et de réaliser qu'il y a un nouveau président dans le bureau ovale. Et l'Iran ferait bien de ne pas tester la détermination de ce nouveau président, a déclaré le vice-président américain Mike Pence. Donald Trump écoutera tous ses conseillers, mais ne vous y trompez pas, a prévenu Pence. La détermination de ce président est telle que l'Iran ferait mieux d'y réfléchir à 2 fois avant de continuer son comportement hostile et belliqueux. Jeudi dernier, le président des États-Unis avait mis l'Iran en garde après le récent tir de missiles de la République islamique, une action encouragée selon lui par le désastreux accord international sur le nucléaire iranien. Côté iranien, un collaborateur de haut rang du guide suprême iranien blâme l'inexpérience de Trump après avoir reçu des menaces de la part des États-Unis et a juré que son pays continuerait de faire des essais de tir de missiles, ont indiqué plusieurs médias américains.
Ali Akbar Velayati, qui conseille l'ayatollah Ali Khamenei sur les affaires étrangères, estime que l'Iran n'a pas violé l'accord nucléaire signé en 2015. Ce n'est pas la première fois qu'une personne inexpérimentée menace l'Iran, a-t-il déclaré. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a pour sa part estimé que les mises en garde de l'administration américaine à l'Iran sont sans fondement, répétitives et provocatrices. En fait, aussi cette question de l'Iran est une question importante, une question épineuse également, des déclarations de part et d'autre, des menaces de part et d'autre. Comment vous voyez tout ce qui se passe depuis quelques jours entre l'Iran et les États-Unis? Moi, personnellement, je parle peut-être dans le même sens que M. Saïd, mais d'une façon différente. Moi, je vois qu'il y a une sorte de triangle politiquement international. Ce triangle, il se compose de deux points très intéressants. Les Iraniens, deuxièmement, le monde arabe. Et la troisième base de ce triangle, ce sont les forces mondiales. Bien sûr, il y a une époque qu'il y avait l'ancienne Union soviétique, mais maintenant, si on parle de Russes, le plus fort, c'est les États-Unis. Donc la présence des États-Unis durant cette situation, soit par des menaces, soit par des appels, et aussi des situations différentes concernant la politique envers les Iraniens ou envers quelques pays arabes, tout se déroule dans ce triangle-là. C'est-à-dire les Américains essayent d'être sous forme d'équivalence où ils vont faire la balance entre les deux côtés. Je ne dis pas les deux pays, si on parle des Iraniens comme un pays, et le monde arabe c'est un monde ou un pays, mais eux aussi ils essayent de profiter de la situation. C'est ce que je trouve de moi, parce que si les Américains veulent arrêter les Iraniens, ils pourraient le faire il y a des dizaines d'années, pas seulement aujourd'hui. Mais aussi quand même la présence des Iraniens qui menacent souvent quelques pays arabes qui sont nos frères, que l'Égypte est alignée avec ces pays, par exemple les Émirats, les îles émiratiennes que les Iraniens ont déjà colonisées il y a longtemps, ou si vous voulez, ils ont récupéré des Émirats. Tout ça, l'Égypte, c'est avec les Émirats. Mais quand même, les forces mondiales qui peuvent terminer cette affaire-là, ce sont les États-Unis. Alors toujours il y a des menaces, toujours il y a des paroles, toujours il y a que vous voyez que quelqu'un est avec un parti ou un autre. Mais à la fin, ce sont des paroles. Mais si vous cherchez sur le terrain, c'est-à-dire quelque chose que vous pouvez toucher, de changement, je ne vois aucun résultat. Seulement, les Américains se sont présentés comme les gens qui veulent protéger les pays arabes, surtout les pays arabes pétroliers, mais ils ne se sont pas présentés d'autres choses efficaces, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des résultats pratiques. Par exemple, on ne voit pas, par exemple, la situation de la politique américaine ou la diplomatie américaine envers des problèmes qui se trouvent dans les pays arabes de Nord-Afrique. Souvent, il y a des problèmes internationaux et mondiaux, mais les Américains s'intéressent à l'endroit où ils ont leur intérêt. Vous voyez? Donc ce n'est pas l'affaire des menaces et des paroles, etc. C'est l'affaire qu'il y a derrière les barrières quelque chose que nous ne connaissons pas. Ouais. Alors, Dr Zulfikar Pence a dit ne testez pas la détermination de Trump. Il s'adressait à l'Iran, bien sûr. Est-ce que vous voyez que ce nouveau président peut aller jusqu'à mener une guerre contre l'Iran? C'est fort possible. Vous savez, comme je l'ai dit, il est entouré de gens qui veulent la guerre. Le système militaro-industriel en Amérique emploie à peu près 3 millions de personnes. C'est le lobby le plus puissant avec le lobby juif, le lobby militaro-industriel, le lobby du pétrole. Alors, le lobby du pétrole et militaro-industriel ont intérêt qu'il y ait la guerre, si vous voulez. Parce que sans ça, ils n'ont plus de raison d'être. L'économie américaine risque également de s'effondrer. Vous avez des millions de personnes qui vivent de ça. Vous avez des partis politiques qui vivent de l'argent que donne ce complexe militaro-industriel, qui finance les campagnes électorales avec le lobby juif. Mais vous avez dans ce lobby un enchevêtrement de l'armée israélienne et de l'armée américaine dans la recherche, dans la fabrication de tout le software des avions à réaction, des missiles. Le software est souvent israélien. Donc vous avez un enchevêtrement de ces deux complexes, Israël et le complexe américain. Ce qui fait qu'eux ont tout intérêt à ce qu'il y ait des guerres à droite et à gauche pour vendre leurs camelotes. Autrement, comment voulez-vous
saoudiens se croient menacés, parce que l'Iran aucunement menace ni les Émirats arabes unis, ni l'Arabie saoudite. Tout ça, ça fait la propagande israélienne qui a su persuader malheureusement une bonne partie des Arabes de sa véracité, alors que c'est des mensonges. L'Iran n'a aucune convoitise. L'Iran représente quoi, presque même pas 5% de la population, enfin, ou disons 10% de la population du monde arabe. Elle n'a pas de convoitise, mais elle ne veut pas qu'on l'attaque. Or, elle a été attaquée en 1981 par Saddam Hussein à l'instigation de l'Amérique et de l'Arabie saoudite. Ce n'est pas elle qui a attaqué. Le missile qu'elle a envoyé l'autre jour, c'est un missile de courte portée, de 75 km, c'est tout. Ça n'entache en rien l'accord nucléaire. Ça n'a rien à voir avec l'accord nucléaire. Alors, de prétendre qu'ils ont violé l'accord nucléaire, c'est des mensonges. Tout ça, c'est des prétextes pour bannir l'Iran. Mais en fait, en critiquant l'Iran ou en s'adressant à l'Iran, il a aussi critiqué l'accord international sur le nucléaire qui a été signé entre l'Iran et à l'époque de Barack Obama en disant qu'il s'agit d'un accord désastreux. Bon, je suis sûr qu'il n'a même pas lu l'accord. Ouais. C'est un homme qui ne lit pas de toute manière. Il n'a certainement pas lu l'accord. Il répète exactement ce que les Israéliens lui ont dit de dire. À travers leurs agents à l'intérieur qui sont tout autour de lui. Son propre avocat qu'il a nommé, son avocat de banqueroute, là, qu'il a nommé comme ambassadeur en Israël, c'est un américano-israélien. C'est un grand financier des colonies en territoire occupé. Ouais. Ces gens-là lui disent ce que les Israéliens veulent et lui répètent. Vous savez que, assis juste derrière lui, quand il faisait son discours d'inauguration, il y avait Sheldon Adelson, qui est le plus riche, le juif le plus riche, enfin c'est un Israélo-américain, qui a financé sa campagne, 25 millions de dollars. Et c'est eux qui donnent les ordres. C'est ceux qui payent, qui donnent les ordres à tous ces hommes politiques. Or, le complexe militaro-industriel a tout intérêt qu'il y ait des guerres un peu partout. D'où toutes ces guerres, parce qu'ils vendent, et comme l'Iran est le grand méchant loup, on dit aux Arabes du Golfe et de l'Arabie saoudite, vous devez nous acheter de l'armement. Ils ont vendu à l'Arabie saoudite 100 milliards d'armes dans les 3-4 dernières années. Des armes qui vont rouiller dans le désert, qui ne vont jamais être utilisées. Ils les utilisent sur les malheureux yéménites, avec l'accord des Américains, avec l'aide des Américains. Et ça n'a pas changé, ça va empirer. Ouais. Alors, Monsieur le Général, vous voyez que côté iranien aussi, les Iraniens vont continuer à faire ce qu'ils veulent et on va revenir c'est-à-dire à cette situation critique entre les deux pays. Est-ce qu'ils vont continuer à prendre tête ou ils vont essayer de calmer un peu le jeu avec les États-Unis? Vous parlez des deux pays, vous voulez dire les États-Unis avec les Iraniens, n'est-ce pas? Iranien, oui. Bon, bien sûr, je viens de vous expliquer il y a quelques instants que c'est un jeu politique qui se déroule dans la région arabe ou le Moyen-Orient. Mais à la fin, les Iraniens peuvent continuer comme ils veulent et les Américains peuvent menacer. Mais à la fin, s'il y a eu quelque chose de problème entre deux pays, ils vont de nouveau rester pour faire des négociations politiques et diplomatiques. Mais à la fin, quel sera le résultat? C'est ce que je veux te dire. Moi, je cherche un résultat touchable sur le sol. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire concernant les menaces contre les pays arabes, nos frères arabes qui se trouvent dans la région du Golfe? Mais on n'a rien touché réellement. Seulement, on trouve des paroles ici et des paroles par là. Et il y a longtemps, ce n'est pas seulement à l'âge de M. Trump ou bien M. Obama, mais même à l'âge de M. Bush et son père. Donc, vous voyez, il y a une vingtaine ou trentaine d'années. Moi, je dois aussi souligner qu'il y a quelqu'un qui est très intelligent, qui a proposé ce plan-là, qui a duré pour 40 ou 50 années. Pour le bénéfice des Américains et peut-être des Iraniens, mais pas pour le bénéfice du monde arabe qui paye. Oui. Alors, docteur Zulfikar, en fait, de tout ce qu'on a dit sur les déclarations et les décisions de Trump depuis son arrivée, on parle de presque 2 semaines jusqu'à présent. Selon vous, quelle décision ou quelle déclaration est la plus dangereuse pour le monde entier? Alors, pour l'instant, il n'a pas terminé ces déclarations. Oui, c'est juste au début. Hein. Oui. Bon, pour l'instant... Vous n'êtes pas très optimiste Mais non, quand on voit l'énergumène, c'est un homme qui est un démagogue et qui est totalement incontrôlable, et qui dit n'importe quoi, et le contraire, et un menteur en plus, comme Netanyahou, ce sont deux très grands menteurs.
Donc vous ne pouvez rien, vous ne pouvez pas comment dirais-je, mettre le point dessus. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'il veut vraiment. Et le sait-il lui-même. C'est un homme qui se trouve au pouvoir, un homme qui n'avait aucune expérience de la politique, mais aucune. Ouais. Qui est un filou, si vous voulez, sur le plan de l'immobilier, qui a fait faillite plusieurs fois, qui est des banqueroutes, qui a refait fortune. Et c'est un homme qui s'entoure de belles femmes et qui se marie à droite et à gauche. Ça n'a rien d'optimiste, si vous voulez. Pour moi, je trouve la mauvaise déclaration, on ne l'a pas déjà connue jusqu'à maintenant. Pas encore. Pas encore, ça va venir. Pas encore. Ouais. Ça risque d'empirer. Toutes ces déclarations que nous avons entendues, c'était attendu de sa part, c'est quelque chose de normal pour moi. Mais les plus mauvais vont venir, pas maintenant. Ouais. De toute façon, je vous remercie infiniment. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je vous remercie infiniment, Monsieur le Général Ibrahim Choukri. Je rappelle, vous êtes professeur de droit à l'Académie Polis. Merci beaucoup, fier d'être avec vous aussi. Merci beaucoup, c'est gentil. Docteur Saïd Foucault, analyste politique, merci beaucoup. Merci. Merci. En fait, c'est pas tout pour cette édition, mais on va terminer avec l'équipe nationale de football. Aujourd'hui, ce matin, l'équipe nationale de football est arrivée au Caire et a été accueillie par le président Abdel Fattah el-Sisi, qui l'a qualifié d'honorable malgré sa défaite contre le Cameroun en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Notre collègue Omni Al-Hamzaoui était sur place et nous a rapporté ce compte rendu. L'aéroport international du Caire que le chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi accueille l'équipe nationale de football qui arrive du Gabon aujourd'hui après avoir arraché le deuxième titre de la CAN 2017. Malgré cette deuxième place de la CAN, le pays des pharaons reste le pays record avec toujours 7 trophées. Suivons ensemble l'accueil et l'arrivée de l'équipe nationale de football, les pharaons. Le chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi a reçu l'équipe nationale de football lundi à midi à l'aéroport international du Caire et a salué les joueurs un par un. Il les a honorés et félicités pour leur haute performance durant la CAN 2017. Il a également salué la direction technique et l'a félicité pour sa patience et son assistance continue et son support avec les joueurs. Nous avons pu retenir de l'édition de la CAN 2017 la victoire morale, bien que nous ayons perdu la finale face au Cameroun. Nous étions également très heureux de recevoir les réactions des Égyptiens et de tous les fans du football égyptien lorsque nous étions au Gabon. Nous avons promis le peuple égyptien et nos fans de faire notre mieux et nous avons fait notre mieux. Nous espérons toujours faire encore mieux durant les prochaines compétitions et notamment durant les matchs de la Coupe du Monde. C'était notre promesse, je tiens à le dire au peuple égyptien. Abdel Fattah el-Sisi a ajouté que l'Égypte, avec sa participation et également sa qualification pour la CAN 2017, cette édition avait battu un nouveau record. Le chef de l'État a ajouté que le niveau élevé de jeu durant tous les matchs a marqué tous les esprits. La persévérance de l'équipe nationale a été le mot-clé de l'équipe nationale durant ces matchs, une persévérance qui s'est affichée jusqu'au match de la finale. Le chef de l'État a affirmé que les pharaons ont assumé la responsabilité entière qui leur pesait et étaient à la hauteur de la confiance des Égyptiens. La performance de l'équipe était excellente et tout le monde était satisfait. Nous étions également surpris que l'équipe nationale égyptienne de football ait pu arriver à la finale de la CAN 2017. Je dois remercier personnellement les joueurs pour leur haute performance et leur persévérance qui s'est affichée durant tous les matchs. Il est à noter aussi que la nouvelle génération, qui est de 19 joueurs sur 23 joueurs, cette génération était la première à participer à une compétition continentale, donc 19 nouveaux joueurs qui ont participé à la CAN 2017 sur 23. Le chef de l'État a également demandé aux joueurs de garder la confiance et la tête haute pour leurs performances remarquables durant les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations, notamment après une longue absence depuis 2010 et une non-qualification de suite pour 3 CAN. Les compétitions durant l'édition de la CAN 2017 ont été des compétitions remarquables. Nous avons eu une seule chose à l'esprit qui était de prouver que l'Égypte et que l'équipe nationale de football égyptienne étaient de retour, bien que nous n'ayons pas eu la chance d'être qualifiés en tant que vainqueurs de la CAN et d'avoir la coupe de la CAN 2017. Nous avons seulement une seule chose à l'esprit qui était tous les points positifs que nous avons pu apprendre durant tous les matchs de la CAN 2017.
L'Égypte détient toujours le record de coupes remportées et l'équipe nationale a prouvé sa capacité à se mettre dans le dur et à jouer pour le collectif. C'est l'équipe qui a ajouté de plus l'honneur à l'histoire du football égyptien. C'est vrai que malgré leur défaite hier, l'équipe égyptienne ou les joueurs égyptiens ont fait de leur mieux. Et c'est vrai qu'ils avaient une performance honorable et tous les Égyptiens étaient très satisfaits de tout ce qui s'est passé au cours de cette compétition. Avec cette nouvelle, mesdames et messieurs, nous parvenons à la fin de cette édition de Direct. Rendez-vous demain, une nouvelle édition. Au revoir.